Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'agence EBT. Je suis Flavio Bonnet, je suis un des cofondateurs de l'agence. Donc, c'est un organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les médecins. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Florian Bailly, donc, qui est médecin à la Pitié-Salpêtrière. Donc, Florian, si tu veux bien te présenter succinctement. Merci Flavio de me donner l'opportunité de pouvoir parler un petit peu de ça. Donc moi je suis Florian Bailly, je suis à la fois rhumatologue et médecin de la douleur et je suis en pratique le responsable du centre de la douleur de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Excellent. Et donc, merci d'avoir accepté mon invitation, Florian. Donc, j'ai lu avec attention le papier que vous avez fait donc, sur les recommandations pour la lombalgie. Et donc, tu as l'idée ce groupe de 17 experts pluridisciplinaires, dont, enfin, non, en plus, il y avait deux patients qui ont participé à ces recommandations. Donc, c'est chouette de voir l'inclusion aussi des patients dans les recommandations. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment s'est articulé ce travail et quel a été ton rôle et le rôle de chacun dans la construction de ces recommandations? Oui, bien sûr. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça s'est fait, en fait, il faut comprendre d'où venait la commande, entre guillemets. C'est-à-dire que pour faire des recommandations HS, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite. La HS fait, en général, ne s'auto-saisit pas. Donc là, en l'occurrence, c'était la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, qui faisait, enfin, qui fait toujours d'ailleurs des campagnes sur la lombalgie en disant il faut bouger, c'est bien de bouger. Mais en fait, il disait, bon, on a fait un premier message, c'était la première campagne, et après, il disait, mais pour qu'on puisse dire d'autres choses plus scientifiques et plus poussées, il faut qu'on ait des messages scientifiques validés et validés en France. Donc, il existe des recommandations qui sont internationales, il y a d'autres choses qui existent, mais les dernières recommandations françaises dataient de 2001, à l'époque de l'ANAS. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très, très daté, et il disait qu'il ne pouvait pas se baser dessus parce que c'était objectivement trop vieux. Moi, je fais partie du groupe de la CNAM où c'est pareil, c'est un groupe pluridisciplinaire où il y a des médecins généralistes, des rhumatos, des MPR, des kinés, enfin, voilà, il y a tout un groupe où justement on tient cette campagne. Et donc, ce groupe-là a dit, bon, on va faire ces recommandations-là. Et donc, en l'occurrence, c'est moi ça s'appelle chargé de projet, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais la synthèse de la littérature et je pilotais un peu tout ça avec un pilote institutionnel de l'HAS. Et donc, ça implique aussi la méthodologie parce que parfois, on fait des recommandations, on prend tout notre temps, où il y a des recommandations un peu plus express. Normalement, c'est un peu comme ça. Et là, en l'occurrence, comme ils en avaient besoin de manière assez rapide, c'était des recommandations un peu plus express. Alors, entre-temps, il y a eu le Covid et la HAS s'est mis à faire des recommandations en quelques jours ou quelques semaines, donc ils ont encore changé leur processus. Mais à l'époque, on a fait ça en 9 mois et 9 mois, c'est rapide pour la HAS, il faut le savoir. Sinon, ça prend. En fait, soit ce qu'on a fait nous, c'est on a pris les papiers des dernières années et les recommandations internationales récentes, parce qu'il y en avait plusieurs qui existaient. On a dit, on va pas réinventer toute la prise en charge de la lombalgie de A à Z, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. On va l'actualiser. Donc, on prend toutes les dernières recommandations internationales, on l'actualise avec une analyse systématique de la littérature, avec toutes les méta-analyses qui existent. Donc, c'était mon travail. On en fait une proposition de synthèse et on soumet ça il y avait 42 agences ou organismes à qui on a posé des questions, on leur a montré des recommandations préliminaires. Ils nous ont répondu, ou pas d'ailleurs, hein. Il y en a à peu près deux tiers qui ont répondu, il y en a à peu près un tiers qui n'a pas répondu. Et on relit et on fait une synthèse définitive. Et après, le dernier mot, après, à la fin, vient c'est la HS qui valide définitivement ce que l'on a fait. Voilà. Et donc ça, c'est le processus rapide. Et il existe des Oui, processus longs où on prend tout de 1970 ou voilà on va dire le début de PubMed et où on retrace tout de A à Z. Et là, il faut pas 6 ou 9 mois, il faut 2 ans pour le faire. ouais, Voilà. clairement. Bon. Et donc, quel a été le rôle de chacun un petit peu? Parce que c'était un groupe Oui. pluridisciplinaire avec des médecins, des chires, des kinés, des ergos et même des patients. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, le rôle de chacun Ouais. Alors, je ne enfin, crois pas qu'il y grosso avait modo. d'ergo. Il y avait une cadre qui est psychologue, il me semble, mais je ne crois pas qu'il y avait d'ergothérapeute. Alors, en D'accord. l'occurrence, alors, il y a un groupe de travail donc qui est pour but d'être représentatif Mhm. de tous les gens qui se tournent autour de la lombalgie, on va dire. Bien sûr. Et donc, il y a ce groupe de travail des principaux intervenants, on va dire.
Et après, on élargit encore à encore plus d'autres sociétés avec ça s'appelle le groupe de lecture. Et à côté de ça, il y a un petit groupe, moi qui suis pas, qui suis entre les deux, et il y a il y a un petit groupe de l'HS, donc il y a quelqu'un qui pilote la l'HS, il y a une documentaliste, enfin deux, trois personnes qui aident aussi parce que c'est pas moi qui ai été chercher les études sur moi-même, par exemple. Moi, je les ai sélectionnées, mais après, j'ai quelqu'un qui me les retrouvait sans aller sur les sites non autorisés. Voilà, Bien sûr, le bonheur. Donc, voilà. super. Et donc, de ce travail, vous avez ressorti 32 recommandations, Oui, et dont aussi des recommandations sur les drapeaux rouge, jaune, bleu, et également un parcours de soins. oui. Et donc, vous avez eu un très fort accord entre les experts sur 27 recommandations et 5 qui trouvaient un faible accord. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces 32 recommandations et en quoi elles confortent ou elles changent la pratique actuelle? Oui. Alors oui, bien sûr, je peux décrire un petit peu tout ça. Alors ça va résumer beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être les prendre un petit peu. On les a mises. Il y a un ordre assez logique. Euh, En fait, on a fait une fiche mémo. Donc la fiche mémo, c'est un truc qui est censé faire 2 pages. Donc là, en l'occurrence, ça fait 8 pages. Donc on avait déjà beaucoup de choses à dire. Et donc c'est censé être une fiche qui est très résumée et qui ne rentre pas trop dans le détail. Et notamment, il y a tout un rapport à côté qui explique, qui montre les résultats de enfin, qui fait à la fois une synthèse c'est ce que j'ai fait en pratique, hein. Moi, j'ai fait tout ce rapport-là, qui fait à la fois une Mhm. synthèse de la bibliographie et qui fait des propositions et qui justifie les recommandations. Et la fiche mémo, elle ne met que les principales choses et il n'y a pas forcément tout le descriptif derrière. Et c'est ce que je vais peut-être essayer d'illustrer un petit peu, c'est de dire qu'est-ce qu'on a voulu dire ou quelles sont les choses qui sont sous-entendues ou suggérées par chaque mot. Parce que les recommandations HAS, il faut savoir que ce sont des choses qui sont pesées où chaque mot peut avoir de lourdes conséquences. Donc, on réfléchit à chaque mot et ça a l'air d'être très simple comme phrase. Et puis, on se dit, ouais, c'est des évidences. Et finalement, voilà. Clairement. Donc, par exemple, si on prend sur l'intitulé, bon, au début, il y a une définition de la lombalgie. Oui. On parle de la lombalgie commune. Ouais, et qu'il n'y a pas un gros Euh, consensus entre les experts, c'est ça, hein, il n'y avait pas un gros consensus. À côté, il y avait marqué ouais, weak consensus. alors là, Je typiquement, c'est l'interprète. parce que genre là, je vais illustrer justement ce que c'est moi qui ai un peu proposé en l'occurrence dans le groupe de travail. Donc le terme lombalgie commune, on est à peu près tous d'accord et on a dit surtout, et c'était parce que les Suisses font pareil. Souvent, il y a non-specific low back pain, qui est le terme anglais, et qui est un terme qui est Mhm. pas très adapté parce que la lombalgie non spécifique, il y a des études qui ont dit que non spécifique, les gens comprenaient que le médecin n'avait pas compris le pourquoi. Donc, on a dit qu'il valait mieux utiliser le mot lombalgie commune plutôt que le terme de lombalgie non spécifique. Ouais, complètement. On a utilisé le terme de lombalgie chronique, c'est-à-dire une lombalgie qui est de plus de 3 mois, ça c'est très consensuel, il n'y a pas de problème. Et après, on a proposé, mais alors, typiquement, quand je disais que chaque mot est pesé, là, il est proposé d'utiliser des termes donc, on n'a pas dit que c'était les termes qu'on devait absolument utiliser, on a proposé d'utiliser certains termes-là. On a proposé d'utiliser le terme de poussée aiguë de lombalgie et Ouais, pas de lombalgie aiguë. Ce que ça voulait ouais. dire, ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que parfois on peut avoir la lombalgie aiguë, genre on a mal pendant une semaine avec une lombalgie, ou parfois on peut avoir une lombalgie chronique pas très intense et à un moment avoir une acutisation des douleurs, une aggravation des douleurs. Bah là aussi, ça aussi, c'est une poussée aiguë de lombalgie. Et Hmm. on discutera après, mais on peut mettre certains traitements ponctuels pour une lombalgie aiguë ou une poussée aiguë de lombalgie dans le cadre d'une lombalgie chronique. Voilà. Donc on D'accord. a proposé d'utiliser ce terme-là. On Ouais. a alors, ça, Vous avez. typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas consensuel dans toute la littérature. C'est pour ça que là-dessus, il n'y a pas un fort consensus parce que c'est une proposition et c'est un truc qui n'a jamais été dans aucune autre recommandation, par exemple. D'accord, hyper intéressant. Et pourquoi vous n'avez pas privilégié le terme de persistante au lieu de chronique? Tu sais, il y a cette notion souvent que chronique dans la tête des gens, ça va rester ad vitam aeternam, C'est versus vrai. persistant qui est un terme plus léger et qui, je sais pas, et vous n'avez Je pas propose, mis. personne n'a fait la proposition. Ah, Écoute, je vais le noter parce que on est censé théoriquement les actualiser tous les 5 ans. Donc, je vais noter tes d'accord. propositions et comme ça, on va les mettre dans C'est- 3 ans, on va recommencer. Voilà. Enfin, peut-être, c'est pas sûr. Yes. Non, Et mais effectivement, je suis entièrement d'accord. Alors déjà, on a changé en fait, déjà, on a proposé de parler de lombalgie à risque de chronicité et de ne plus parler de lombalgie subaiguë.
Les lombalgies subaiguës, souvent, c'est défini il y a 4 semaines ou 6 semaines, ça dépend des sources. Et en fait, la lombalgie subaiguë, c'est juste quelque chose de temporel qui ne sert pas trop à grand-chose. Mm. C'est-à-dire qu'on est entre deux périodes. Et donc, déjà, on a proposé de supprimer ce terme-là, c'est pareil, hein, c'est un truc qui est pas. Il y a les Belges qui avaient fait un peu pareil, mais sinon, la plupart des autres sociétés internationales le disaient plutôt aigu, subaigu et chronique. Donc là, on a Ouais. plutôt proposé de parler de lombalgie à risque de chronicisation. D'accord. L'idée, c'est que quelqu'un qui a 3 4 semaines et puis qui est en train d'aller mieux, bon, peut-être que probablement il ne faut pas faire trop grand-chose versus quelqu'un qui est à 3 4 semaines mais qui est très douloureux, qui est en accident de travail, qui a d'autres choses associées, qui a un moral qui est peut-être pas très bon, eh ben, il va falloir s'en occuper tout de suite sans attendre d'arriver à la lombalgie chronique. Et là, un point très important en l'occurrence, c'est justement c'est l'identification précoce des gens à risque de chronicité. Et donc c'est pour ça qu'on a supprimé la lombalgie subaiguë et qu'on a proposé de parler de lombalgie à risque de chronicité. Donc, quand on propose la définition, en fait, il y a tout ça qui est derrière parce que ça, c'est imbriqué avec tout le reste de la recommandation, en fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est Ouais. probablement, donc en fait, dans les définitions, c'est probablement ça l'un des plus gros changements, en fait, du paradigme, hein. Et on avait parlé aussi de lombalgie récidivante juste dans les définitions, en fait, déjà. Et on avait encore introduit un nouveau terme et on a parlé de lombalgie récidivante. C'est-à-dire que il y a pas mal de travaux qui ont montré que la lombalgie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a plein de gens aussi qui vont avoir un épisode, un second épisode, un troisième épisode, et puis ça va se rapprocher dans le temps, et puis ils vont finir par avoir une lombalgie chronique. Bien sûr. Et le fait d'avoir des épisodes récurrents de lombalgie, c'est probablement une des choses qui est à risque de chronicité. Et donc, on a proposé de dire qu'il y avait des lombalgies qui étaient récidivantes. Mhm. Alors, et c'était combien? Alors ça, typiquement, c'était une proposition. On a dit récidive de lombalgie dans les 12 mois. En Mhm. fait, ça, c'est pas consensuel. Est-ce que c'est à partir de 2 épisodes, de 3 ou de... On n'en sait rien. Voilà. Ouais. Et Donc, donc, ça ça, peut c'est probablement progresser. ça qui est le important. Mais typiquement, là, la lombalgie récidivante, c'est pareil. On n'avait pas de données suffisantes pour dire à partir de combien d'épisodes. Voilà. Donc, c'est pour ça que en fait, cette nomenclature qu'on a proposée, elle est très novatrice. Et à la fois, on a marqué, il est proposé d'utiliser ce terme-là, donc il n'est pas recommandé. Mhm. Voilà. Et donc, on a une faible recommandation parce qu'en fait, on a quand même changé beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de changements par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple. Bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant et c'est plus global et plus fidèle, je trouve, à ce qu'on voit en clinique, en fait, plutôt que aigu, subaigu, chronique, Oui. clairement. Et parfait. Le point que tu voulais aborder, est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à comment vous identifiez, comment vous recommandez d'identifier donc les gens à risque? Vous parlez du Start Back, Orbro, Fear Avoidance Belief et Hospital Anxiety and Depression, Oui. le HAD. Est-ce que voilà, il y a un bon niveau de preuve quand même là-dessus? Qu'est-ce que tu recommandes toi en pratique clinique, que ce soit pour des kinés, des médecins? Euh, Alors, celui alors, qui a eu le plus d'études qui étaient positives, qui montraient dessus, c'est le StatBack, en l'occurrence, qui a été beaucoup validé, enfin, il y a eu des gros travaux qui ont été faits, notamment en Angleterre, c'est un questionnaire anglais initialement, qui a été validé dans pas mal de populations différentes. Alors, il y a eu plusieurs études positives. Il y a eu une étude qui était négative, ça n'avait pas marché dans une population, je crois que c'était aux urgences, il me semble. Il est pas très long, il est assez faisable assez facilement. Donc, probablement que si je devais en recommander un seul, moi, je dirais celui-là. Après, tous ceux qu'on a mis, on a quand même des preuves pour dire que tous ceux qu'on a mis, il y avait quand même un intérêt. Après, Startback et Orebro, c'est par rapport au risque de chronicité. Le FABQ, c'est pas pareil, c'est-à-dire que c'est un questionnaire de peur et d'évitement. Et l'HAD, c'est un questionnaire d'anxiété et de dépression. Donc, c'est des questionnaires qui sont utiles, mais ils sont utiles pour ce pourquoi ils ont été développés. Et donc, l'HAD évalue l'anxiété et la dépression, qui sont des facteurs de risque de chronicité, mais c'est pas un questionnaire d'anxiété voilà, c'est un questionnaire d'anxiété et de dépression, ni plus ni moins, et qui n'est pas spécifique à la lombalgie. Bien sûr. Ah, c'est hyper intéressant et je t'avoue que je pense qu'en pratique courante, c'est peu utilisé de faire remplir ces questionnaires-là. Que tu recommanderais systématiquement, par exemple, de faire passer un start back à tous les patients qui arrivent au cabinet? Parce que moi, dans mes lectures, j'avais pour notion que le start back utilisé pour un individu n'a pas un pouvoir prédictif très très grand en fait et que ça sera vraiment à partir du moment où on s'adresse à un certain volume de patients que là, on va pouvoir commencer à dégager des tendances. Est-ce que toi, tu le recommanderais quand même pour chaque individu ou est-ce que tu le recommanderais de faire passer par exemple un start break à quelqu'un à qui déjà tu sens cliniquement qu'il y a des éléments qui pourraient le faire passer?
la chronicité? Alors moi déjà, je recommanderais à tous les médecins qui lisent ça, ou tous les kinés, ou tous les gens qui s'occupent de l'embalgie, d'avoir lu une fois le start back, d'avoir lu une fois ces questionnaires, et d'avoir lu une fois les drapeaux qu'on a mis. Il y a des drapeaux jaune, rouge, bleu, noir, tout ça. De les avoir lus une fois pour savoir ce qui est dedans. Et déjà, en fait, quand on a lu et qu'on voit un petit peu ce qui a été recommandé, après, une fois qu'on va le voir en vrai, on va tiquer un peu plus en disant, ah oui, tiens, il y a un problème par rapport au travail, il y a un problème par rapport à ce type de choses-là. Parce que en pratique, c'est souvent ça qui est fait. Si on veut être un peu systématique, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire, mais je sais très très bien que dans la vie réelle, jamais personne ne fait passer aucun questionnaire, enfin, sauf si on est obligé parce que il y a un texte qui dit qu'il faut le faire, mais sinon personne ne le fait. Ça n'empêche que je trouve que ça peut être pertinent que les gens l'aient lu et sachent ce qui est dedans et qu'est-ce qui va faire tilt le jour où on va voir quelqu'un. Voilà. Clairement. Moi, ce que je recommande souvent, en fait, tu sais, c'est de genre apprendre un petit peu les questions par cœur et en fait, dans l'interrogatoire, de Hmm. les placer éventuellement, placer les grands thèmes pour déjà dégager une forme de tendance ou une approximation du score qui permet d'avoir, tu vois, une certaine lecture des gens. Notamment, je trouve sur le Fear Avoidance Beliefs questionnaire qui est assez intéressant sur la peur et l'évitement, l'activité physique ou de la porte de charge ou ce genre de choses-là. On a des infos quand même assez intéressantes. Là-dessus, je trouve. Donc, ouais, trop bien. Mais Et je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Typiquement, là, ouais, par exemple, pour le FABQ, en fait, si on a lu le FABQ, si on comprend un peu ça, en fait, ça veut dire que dans la lombalgie, il y a des facteurs cognitifs et comportementaux qui, en fait, sont majeurs, hein. Et le ok. fait l'avoir lu, le fait de se dire, ah tiens, cette personne-là ne veut pas porter parce que elle craint ça, parce qu'elle anticipe ça. Voilà. En fait, c'est la compréhension de tout ça qui est probablement le plus important, plutôt que de faire passer un questionnaire et puis si on est à 14 ça va, on est à 15 ça va pas. Bon, de toute façon, il y a toujours un continuum et puis il faut un seuil parce que c'est comme ça que les questionnaires sont construits. Mais en fait, voilà. Ouais, carrément. Et puis après, il y a aussi qu'est-ce que tu fais du résultat de ce questionnaire. C'est-à-dire, une fois que tu as identifié ces problématiques-là, il faut que ça suive par des actions. Parce que juste faire passer le questionnaire, au final, si tu en restes là et que ça ne change pas ta prise en charge derrière, bah, au final, ça a peu d'intérêt aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper important en pratique, je pense, pour ceux qui nous écouteront. Et c'est une Si bonne tu veux, transition pour la suite. exactement. Donc sur l'imagerie, si tu veux bien parler de ça, parce que là c'est le Ouais, sujet chaud, je trouve, et j'ai adoré la façon dont c'est formulé. Donc là, vous dites précisément, il n'y a pas d'indication à faire une imagerie en première intention sur une lombalgie récente. oui. Ou une poussée de lombalgie. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ça? Parce qu'il y a un grade C, donc c'est pas non plus un très haut niveau de preuve. Donc, quel est ton point par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement là-dessus? Alors, par rapport à ça, globalement, il y a eu pas mal de discussions sur les bénéfices potentiels et les risques de l'imagerie. C'est quelque chose qui est assez récent et qui se développe un peu plus. Il y a une étude qui est parue il y a 2, 3 mois, je pense que tu as dû le voir, qui était très médiatisée, qui montrait tous les risques. Mais c'était la première étude vraiment bien faite qui avait montré à quel point l'imagerie était délétère. Il y a plusieurs autres choses qui existaient déjà auparavant, hein, c'était pas la première chose, mais avec des méthodologies qui parfois pouvaient être un petit peu différentes. C'est plus compliqué de conclure à ce type de choses-là que par exemple un médicament, un anti-inflammatoire. On fait une méta-analyse, on conclut, bon bah c'est carré, ça marche pas. L'imagerie, c'est est-ce qu'on fait imagerie versus pas d'imagerie? Est-ce qu'on fait imagerie avec des termes qui font peur versus imagerie avec des termes qui font pas peur? Est-ce que voilà, il y a plein de modalités et donc c'est un peu plus conclure, un peu plus difficile de conclure. Ça n'empêche que l'imagerie a quand même probablement fait quand même prendre peur à beaucoup de monde, et ça c'est ce qu'on voit mais genre tous les jours en pratique courante, c'est-à-dire que quand on voit les Ouais. gens qui arrivent avec tous les comptes rendus qui disent discopathie dégénérative multi-étagée associée à une arthrose interapophysaire postérieure L4, L5 et L5, S1, hein, en vrai les gens ils ont peur, et surtout le mot dégénératif. Ouais, Moi, je dis aux gens, quand le mot dégénératif, on a l'impression qu'il y a un truc qui est en train de pourrir dans le dos. Mais bien sûr. vraiment, et puis, enfin, ça les fait sourire. Ils se disent, ah ouais, mais en fait, oui, si, c'est le mot, en vraiment, il fait peur. Bien Et sûr. il y a des trucs, il y a des études qualitatives qui montrent bien à quel point tout ça, c'est délétère, en fait. Voilà. Donc, Ouais. on a dit que la balance bénéfice-risque n'était pas en faveur de faire de l'imagerie parce que, un,
On sait à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'anomalies en imagerie qui ne sont pas corrélées à des douleurs. Bien sûr. Euh, on sait aussi que l'imagerie peut être délétère. Alors, ça a été des gros débats aussi entre nous, hein, parce que, alors, quand, quand on dit il y a plein d'anomalies en imagerie qui sont pas associées à douleur, tout le monde cite, il y a une méta-analyse de Brynjicki qui dit, par exemple, on trouve 68% de discopathie à Ah, 40 ans et 88% de discopathie à 60 ans, par exemple. Bon, et alors tout le monde oublie le deuxième papier du même auteur de la même année qui montre quand même que chez les lombalgiques, parce que chez les lombalgiques, il y a quand même plus de discopathie, ça il y a quand augmente. même, il y a quand même un peu plus de choses. Et donc, Ça. c'est du cherry picking, hein, chacun prend ce qu'il veut. Ah Mais bah, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'anomalies chez les gens qui sont pas lombalgiques. Ça n'empêche qu'il peut y avoir aussi certaines choses. Voilà, donc il faut bien ça. être honnête et dire les deux côtés. L'imagerie parfois peut guider et aussi parfois être délétère parce que les termes utilisés parfois sont délétères. On a Bien sûr. discuté un moment sur est-ce qu'on proposait de mettre sur tous les comptes rendus d'imagerie tous les points, par exemple, si on dit discopathie générative, il faut dire vous avez 40 ans, vous avez chez les gens qui sont asymptomatiques, il y a 68% des gens qui ont ça et qui n'ont pas mal au dos. En vrai, on n'a pas assez de preuves scientifiques, hein, parce qu'on est obligé de faire ça par niveau de preuve, pour imposer ça. Et donc là, on n'avait pas d'argument suffisant. C'est peut-être tout qui a été discuté et qui n'a pas été retenu. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que concrètement, en pratique, nous, tu vois, en tant que kinésithérapeute, parfois on se retrouve à devoir démystifier tous ces comptes rendus anxiogènes qui, à l'évidence, ont créé de la peur chez les patients et qui augmentent la sensibilité à la douleur, en fait. Bien sûr. Et quand tu expliques ça aux gens, ça fait parfois une différence drastique, ne serait-ce que dans leur perception des symptômes, mais à la séance 2, quoi. Tu vois, ils reviennent, ils sont rassurés et tu n'as fait que expliquer un truc qui est normal, qui est quand même, je trouve, bien documenté, les changements normaux liés à l'âge, en fait. On pourrait Oui, dire ça chez les populations bien sûr. asymptomatiques avec la fameuse étude de Brzezinski. Mais en effet, ce qui est difficile à comprendre, c'est que mine de rien, ces changements peuvent augmenter légèrement le risque d'avoir mal au dos. Et je pense notamment au changement de type modique, qui est quand même assez Oui, corrélé à la douleur. Mais c'est oui. vrai que quand on parle de discopathie, quand on parle d'ostéophyte, etc., on se rend compte que finalement, c'est quand même pas si associé que ça aux symptômes et que tu as des gens qui n'ont jamais eu mal au dos et qui ont ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même hyper important et je pense qu'il va vraiment falloir adresser ça un jour parce que tu vois, nous, en tant qu'organisme de formation, on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir informer, former les radiologues à changer en fait ces narratifs sur les rapports en fait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu penses qu'il faudrait, je ne sais pas, transmettre ces connaissances-là? Est-ce qu'il faut suggérer des pistes différentes dans la formulation? Est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Tu vois, est-ce que c'est encore... comment tu vois les choses par rapport à ces Alors, rapports qui sont hyper anxieux, quoi? Mm. alors, en ce cas, c'est qu'il faut, à la fois, il faut trouver le point de vue du kiné, du médecin, du patient, du radiologue. Le radiologue, son boulot aussi, ça va être initialement de décrire les choses, parce que c'est ça, en fait. Le radiologue, il va décrire ce qu'il constate. Et après, il y a des radiologues qui vont dire, par exemple, présence de discopathie ou présence d'ostéophytes, par exemple, typiquement les fameux ostéophytes, les becs de perroquet, les signes d'arthrose, là. Euh, Mm. et il y a des radiologues qui vont mettre ça et qui vont conclure examen normal pour l'âge, par exemple. Bon, bah voilà, ça, c'est une conclusion qui me va. Exactement. Et il y a vraiment des comptes rendus qui sont comme ça. Et ça, c'est un compte rendu qui décrit les Bien sûr. choses quand même. Parce que, en fait, le radiologue aussi, lui, il est prudent parce que s'il dit juste examen normal parce qu'il n'a pas envie de montrer les choses et qu'après, il y a un autre collègue qui dit, ben non, mais regardez, c'est évident, on voit des ostéophytes et que c'est incontestable qu'il y a des ostéophytes, voilà. Et Ouais. ce qui est difficile aussi, c'est que comme par rapport à une radiculalgie, on peut dire quand même, tiens, on observe par exemple au niveau du foramen qu'il y a un rétrécissement foraminal L4, L5 et justement ça colle avec la bonne racine parce qu'il y a un trajet radiculaire. Ou alors versus justement il y a un rétrécissement foraminal droit et puis la douleur est à la gauche donc ça colle pas. Bon bah là Mhm. c'est assez logique. On peut avoir quand même une concordance radioclinique et pour la radiculalgie c'est utile C'est parce que ça utile, permet de trouver cette concordance radioclinique. bien Et sûr. l'utilité de l'imagerie est plus importante pour la lomboradiculalgie que pour la lombalgie. Voilà. Bien Et sûr. donc, et ce qu'on a dit, c'est Ouais. non recommandé, c'était pour la lombalgie, pas la radiculalgie. Voilà. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut trouver des formulations qui soient adaptées. Typiquement, dire modique 1
dire modique 1, dire discopathie Firman machin, je sais pas quoi, Firman 2 ou je sais plus combien, c'est probablement plus adapté que discopathie dégénérative, par exemple. Voilà. Et Ouais, bien sûr. il y a des trucs que parfois on dit aussi nous, c'est un peu sur les termes aussi qu'on utilise, hein. Par exemple, les médecins qui disent vous inquiétez pas, c'est juste de l'arthrose. Ça, c'est un Mhm. terme qui est absolument désespérant parce que pour les patients, l'arthrose, c'est une maladie que tout le monde a, qui va forcément s'aggraver avec l'âge, qui est incurable parce que de toute façon, on voit toutes les pubs à la télé, donc c'est bien que ça marche pas et qu'il n'y a rien qui marche, et pour lequel il faut juste prendre du curcuma, du poivre et je sais pas quoi. Globalement, et donc vous inquiétez pas, c'est juste de l'arthrose. Alors déjà, c'est une double négation, ça va pas du tout en termes de formulation. Et en plus, voilà, c'est juste de l'arthrose, c'est pas une bonne réponse. Voilà. Ouais, Par contre, moi j'aime bien l'image des cheveux blancs en disant voilà, c'est des évolutions. Ça bien arrive sûr. avec l'âge. Il y a une partie génétique. Il y a des gens, ils ont les cheveux blancs et des gens, ils ont pas de cheveux blancs. Et voilà. Et c'était pas comme ça à la naissance, mais c'est pas grave et c'est pas forcément une maladie. Bien sûr, ouais. Trop bien. Bah, écoute, ça fait un bon point sur l'imagerie. En tout cas, je pense qu'il y aura vraiment un travail, enfin, il y a un travail, je pense, qui est énorme de communication à faire là-dessus, de la part de tous les professionnels de santé, d'ailleurs, je pense. Et Et, ça nous amène à et, et, ton point. Dis-moi. je précise Pardon. juste parce qu'en fait, en l'occurrence, c'est facile de taper sur le radiologue en disant oulala, il a écrit un truc très anxiogène. C'est aussi que le patient est en demande d'une imagerie et qu'il faut expliquer aux gens que faire une imagerie ne va pas expliquer la douleur, que la douleur ne se voit pas sur l'imagerie et qu'on n'apportera pas et que en général ça ne change pas la prise en charge. En fait, il faut réfléchir sur en quoi ça change la prise en charge. Quand on a une lomboradiculalgie et que peut-être on va faire une infiltration par exemple, on pourra peut-être en discuter. Quelquefois, il y a des contre-indications et ça peut être dangereux de faire ça. Donc dans ce cas-là, ça peut valoir le coup. Pour une lombalgie, en gros, on fait jamais d'infiltration, ça marche pas. Bon bah si c'est pour prescrire des anti-inflammatoires ou prescrire de la kiné ou prescrire je sais pas quoi, bah autant pas la faire. Ça peut pas le faire, hein, Sauf clairement. si, alors, sauf s'il y a des signes d'alerte, des signes, voilà. Alors, les signes d'alerte et drapeaux rouges, en fait, c'est vachement fréquent en ville, hein. Si on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez mal la nuit, est-ce que je sais pas quoi, est-ce que, voilà, on trouve, je sais pas, à mon avis, enfin, il y a des études, je me souviens plus les chiffres, mais en fait, on trouve au moins un critère chez énormément de monde. Et après, on fait, bon, allez, on va s'assurer que, et voilà. Et puis maintenant, il y a un peu le risque juridique qui commence à prévaloir aussi. Donc, Hmm, il y a tout ça à mettre en balance et qui est pas simple, quoi. Et bien qui est encore sûr. qui est plus simple peut-être quand on connaît la personne et quand on la connaît pas, c'est encore plus dur, hein. Quand on fait de la médecine avec un médecin qu'on connaît pas, voilà. Si c'est un médecin qu'on connaît et puis ça fait le cinquième épisode, bon, bah, en vrai, le médecin va pouvoir nous dire que non, c'est pas raisonnable. Ouais, clairement. Clairement. Et donc, ça nous amène au point 6. Donc, vous nous dites dans les recommandations, donc le traitement doit être patient-centré. Et alors, cette notion de patient-centré, elle revient très fréquemment, notamment dans la littérature anglo-saxonne, là, depuis un bon moment. Mais toi, qu'est-ce que tu mets derrière une pratique patient-centrée? Comment est-ce que tu le définirais, tu l'expliquerais aux gens qui vont voir ce podcast-là ou cette vidéo? C'est une bonne question. Alors, c'est à la fois un terme qui est, enfin, qui a un risque d'être un peu fourre-tout, je pense aussi, hein, parce que ça veut dire qu'il faut écouter la personne. Ça veut dire qu'il faut prendre en charge tout le côté social aussi, hein, parce que c'est important. Comprendre les croyances de la personne. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'il ou elle pense que comment ça va évoluer dans l'avenir, par exemple. Et pas se baser juste sur des examens radiographique. En fait, patient centré, c'est se décentrer de l'imagerie, se décentrer des. Voilà, les prises de sang, on n'en fait pas pour la lombalgie, heureusement, mais se décentrer de ces choses-là pour se plutôt accentuer sur, par exemple, en vrai, s'il y a un conflit au travail et que c'est compliqué et qu'en plus on a soulevé un carton un peu lourd, bah peut-être que c'est ça en fait dont il faut s'occuper. Bien Et sûr. si on pense qu'en allant au travail, on va se refaire mal et qu'on va se refaire une nouvelle discopathie dégénérative parce que le carton est tombé, et bah c'est une pensée qu'on a vraiment et c'est de ça dont il faut s'occuper. Voilà. Yes. Parfait. Ben, écoute, ouais, ça a du sens. Et puis, vous mettez l'emphase aussi sur l'approche pluridisciplinaire, j'imagine, surtout dans les cas persistants, chroniques, avec en effet une approche médicale, une approche kiné, une approche psychologique parfois. Oui. On verra le parcours de soins tout à l'heure. Est-ce que tu veux commenter déjà cet aspect un peu pluridisciplinaire et plus complexe, hein, enfin assez complexe dans la lombalgie? Alors, oui, alors, bah, par rapport alors, avant, moi, ce qu'on m'avait appris, par exemple, quand on l'a pris en charge, c'est l'embalgie aiguë. Bah, par exemple, on faisait pas de kiné, l'embalgie chronique, on faisait de la kiné.
Ouais, C'était en gros ce qui était dit dans les recos de 2001. ouais. Bon, là maintenant, c'est qu'une lombalgie aiguë qui va bien et puis qui va s'améliorer, ça sert à rien. Une lombalgie à risque de chronicité, telle qu'on l'a définie au début de ce podcast, bah là, on va pas attendre que la personne soit chronique, parce que justement, on va vouloir intervenir avant et ce sera un peu plus facile d'intervenir avant. Et là, il vaut mieux Mhm. être plusieurs. Donc, d'abord, souvent, c'est le médecin généraliste et un kinésithérapeute. Et ensuite, après, on peut rajouter, si c'est pas suffisant, d'autres personnes. Donc, notamment des spécialistes médicaux du rachis. Alors, Ouais, la CNAM, par exemple, a bien montré les chiffres, c'est que la plupart du temps, les gens viennent voir un chirurgien du rachis oui. avant d'aller voir un médecin, avant d'aller voir un rhumatologue ou un médecin de médecine physique et réadaptation. Voilà. Ah ouais. Ils avaient pris les gens qui avaient été en arrêt de travail pendant au moins 6 mois, parce qu'ils pouvaient alors, les gens qui étaient en accident de travail même, je crois, et Mhm. ils regardaient le parcours de soins dans la première année. Donc, au bout de 1 an, deux tiers des patients avaient vu un chirurgien, alors que seulement la moitié des patients avaient vu un médecin de rhumato ou de MPR. D'accord. Les chirurgiens étaient vus en premier, en général. Et oui, les chirurgiens et les médecins. Donc, les chirurgiens sont vus avant, les médecins sont vus après, et un tiers des patients qui ont un accident de travail depuis 1 an n'ont pas vu de kiné. Au bout de un Ouais, an d'arrêt de travail. ouais. Bon, le parcours C'est de soins, il n'est pas idéal. c'est problématique, hein. Oui, Et justement, côté traitement, vous nous dites là dans les recos que l'activité physique est le principal traitement. oui. Maintenant, souvent, tu sais, les patients, de leur côté, peuvent être un peu désemparés quand on leur dit, voilà, vous avez une lombalgie, mais il faut que vous repreniez le travail le plus rapidement possible, ou que vous y restiez, que vous bougez le plus possible, etc. Quelle est la place comment dire, qu'est-ce que vous recommandez concrètement aux patients? Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? Alors, Est-ce que, au contraire, comment vous voyez les choses? Parce que tu sais, souvent c'est perçu comme ça, de la part alors, patient. probablement que, en fait, la première des choses, c'est l'explication et l'information de la lombalgie surtout. C'est-à-dire que le traitement, ça va être l'activité physique, mais que la première des choses, c'est d'expliquer que la lombalgie, elle est plus souvent quand on est inactif, que le dos, il est fait pour bouger et qu'en fait, il a besoin de bouger. Moi, je dis qu'il a besoin de bouger, ce qui est vrai, hein. C'est pareil pour les cervicales aussi, d'accord. D'ailleurs, il y a la nécessité de bouger, et ça va être ça le traitement. Que, en fait, il faut expliquer aux gens que on a des douleurs quand on bouge, mais que quand on bouge, ça n'aggrave pas le dos. En fait, on est obligé de dire ça avant. Donc, il va falloir tout démystifier. Il va falloir parler du fait que quand on bouge, on va pas plus faire d'ostéophyte, d'arthrose ou de je sais pas quoi. Qu'on peut bouger n'importe quand, n'importe comment aussi, parce qu'il y a plein de croyances sur la posture, sur le machin. Il faut faire ça, il faut faire la piscine parce que je sais pas quoi. Donc, déjà, il faut avoir démystifié tout ça. En vrai, c'est super long à faire, hein. Ça prend Ouais, ouais, ouais. sur une consultation d'un médecin habituel, ça rentre pas en fait, hein. Donc en fait, il faut avoir démystifié tout ça, répondu aux questions des gens, démystifié tout ce qui était vu dans les magazines ou dans les choses non médicales aussi. Et une fois que la Mhm. personne elle a compris que c'était lié à l'inactivité et que même s'il y a des douleurs, ça va pas aggraver des problèmes de dos, ça c'est super important. À ce moment-là, on va dire, bah voilà, maintenant vous pouvez bouger. Et une fois qu'on a fait ça, la plupart des personnes pourront se dire, ah bah voilà, je suis rassuré, bah c'est bon, je vais y aller progressivement, je vais bouger. On leur a aussi expliqué qu'il fallait y aller petit à petit, parce que s'ils vont d'un coup, après ils ont mal et puis ils arrêtent parce que ça les décourage. Voilà. Donc l'autre chose, c'est qu'il faut expliquer que l'activité elle est graduelle, graduée et graduelle, progressive. Voilà. Pour la plupart des personnes, c'est suffisant. Et pour certaines personnes, ce ne sera pas suffisant. Et typiquement, un kiné est certainement le mieux placé pour pouvoir mettre en place, aider la personne, choisir avec lui ou elle les bons exercices à la bonne intensité. Voilà. Ouais. Et à quel moment et comment tu identifierais, toi, quelqu'un qui a besoin de consulter un psychologue, par exemple, parce que c'est dans vos recommandations Oui. dans l'aspect pluridisciplinaire des choses. Comment tu identifierais ça et comment tu dirais à aux gens qui vont regarder cette vidéo-là, comment choisir, quand commencer à en parler et référer Alors, en parler. je vais te dire ce que je dis aux gens en général et ce que j'aime bien dire pour les. Voilà. Je leur dis. Non, souvent, quand je discute avec une personne, je n'aborde pas trop la partie psychologique au début parce que beaucoup de monde a peur que ce soit psychologisé, genre c'est dans ma tête, c'est psychologique, voilà. Donc c'est compliqué. Alors déjà en vrai, de toute façon on le voit en fait dans les 5 minutes qui débutent, en vrai on le sait, hein.
C'est-à-dire que la Ouais. manière dont se comporte la personne, il y a un moment, on s'en rend compte, mais on peut pas forcément l'aborder tout de suite. Donc, moi, je vais expliquer ça, je vais démystifier. Non, mais voilà, il faut bouger, oublier cette ostéophyte et bouger, ce sera bon pour vous. Voilà. Et, et après, je vais dire, par exemple, et je peux demander, voilà, et le moral, il est comment? Et je peux expliquer en disant, voilà, pour pouvoir bouger, il faut avoir la force physique de bouger et la force morale de bouger. Moi, si je vous donne tous les meilleurs conseils, si vous allez voir les meilleurs kinés, mais que vous n'avez pas la motivation de le faire, en vrai, ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes motivé? Ouais. Là, alors moi j'ai un biais de sélection, hein. Je suis médecin de la douleur, donc ils viennent avec moi, ils ont des mois de voilà, ils ont vu 10 médecins avant moi, tout ça. Donc c'est souvent souvent la motivation elle est pas là. Quand on est en ville c'est un peu différent, mais c'est pas rare du tout. Et, et là, s'ils se disent que bah non, peut-être que l'humeur, elle n'est pas là, l'envie n'est pas là, et ben là, il va falloir consulter quelqu'un. Bon, c'est pareil, hein, Mm. j'ai pas fait de questionnaire, mais c'est une bonne illustration. Et, et c'est Ouais. aussi une manière non stigmatisante de le faire. C'est-à-dire qu'on explique que le moral doit être bon pour pouvoir bouger et que c'est pas Ah, juste dans la tête, c'est pas juste psychologique. Voilà. ouais, tout à fait. J'utilise beaucoup cette notion de morale aussi. Comment ça va le moral en ce moment? Je trouve que c'est une façon assez subtile d'aborder l'aspect psychologique des choses. Trop bien. Et toi, côté médication, à quelle conclusion vous êtes arrivé alors? Parce qu'il y a l'aspect voilà, traitement physique, Oui. accompagnement psychologique éventuellement, et côté médication dans la lombalgie, où est-ce qu'on en est en 2021 alors? Alors, en 2021, on en est à ce qu'on a fait mettre la page sur les médicaments après la page sur les non-médicaments, sur les traitements non médicamenteux. Là, c'est très Donc fort. voilà, donc c'était volontaire par exemple, hein. Ça c'est le genre de truc que personne ne remarque, mais en fait c'était volontaire. Euh, donc les médicaments, aucun médicament ne change rien sur le long terme. C'est-à-dire qu'aucun médicament ne fait faire du sport, ne remuscle le dos. Surtout que probablement que l'activité physique a beaucoup d'effets, pas juste pour muscler le dos, mais bon bref, voilà. Mais donc aucun médicament n'est bénéfique dans le sens va renforcer quelque chose. Les médicaments, en général, ne sont pas délétères. Alors, on va mettre des bémols là-dessus. Mais si c'est des prises ponctuelles, c'est pas délétère. Moi, je dis que le médicament, si c'est juste pour attendre et puis rester dans son canapé, ça sert à rien. Si le médicament, il est pris parce que on va faire quelque chose qui peut-être est un peu compliqué, mais on va le faire quand même parce qu'on pourra prendre un médicament, on va aller chez le kiné, on va aller sortir, faire une activité physique et que on n'a pas peur de faire cette activité-là parce que même si on a un peu mal, eh ben là, on prendra un médicament et c'est pas grave et on fait quand même l'activité. Là, le médicament, il est utile parce qu'on change son comportement. Voilà. Donc, le médicament, Hyper c'est ça intéressant. la place du médicament, c'est d'aider, de soutenir ponctuellement. Tous les médicaments marchent entre 4 et 12 heures à peu près, ça ne change rien sur le long terme. Mais s'ils aident, voilà. Et en fait, là-dedans, le médicament, il est je vais dire cognitif et comportemental. Il est contre la kinésiophobie, c'est-à-dire j'ai peur de bouger parce que j'ai peur d'avoir mal. Mais Ouais. si je prends, si je sais que si vraiment j'ai mal, je peux prendre tel truc, bon Mm. bah c'est pas grave, je vais le faire quand même. Voilà. Ouais, Donc là-dedans, c'est j'adore cette très vision. cognitif et Ouais. comportemental justement. Voilà. Ouais, Donc la ouais, place des médicaments, c'est celle-là. Et alors la place des traitements. Alors petite précision aussi, ça c'est moi qui fais ça, c'est parce que marqué dans la reco, mais souvent on sépare souvent dans beaucoup de douleurs chroniques et les traitements médicamenteux et les traitements non médicamenteux. Moi je trouve que c'est pas ouais. une bonne manière de hiérarchiser les choses. Moi je sépare en traitement ponctuel et traitement de long terme. Par exemple, la Ouais, kiné, c'est un traitement de long terme. L'activité physique, c'est un traitement de long terme. Le massage, voilà, le massage, c'est un traitement de court terme. L'anti-inflammatoire, c'est un traitement de court terme. On n'a pas, par exemple, on n'a pas interdit de faire des massages d'un kinésithérapeute, voilà, dans la reco, parce que en vrai, le jour où quelqu'un est complètement bloqué, on sait bien que ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est interdit. Ponctuellement, si ça peut aider pour les gens, bon, bah, pourquoi pas. ouais. Voilà. Et donc, Ouais. ça différencie le traitement ponctuel du traitement de long terme. Et là, les gens, et je trouve que c'est plus didactique aussi. Ouais, c'est une très belle vision, je trouve, des choses. Ouais, et aussi plus juste, quoi. Ouais, clairement. Trop bien. Et côté donc anti-inflammatoire versus analgésique, Ouais. il semblerait qu'il y ait plus de preuves, en effet, pour les anti-inflammatoires. Est-ce que tu as un point là-dessus? Puis après, si tu veux bien aborder les opioïdes avec tout Ouais. Alors, le débat actuel, notamment l'Amérique du Nord, tout ça. alors les anti-inflammatoires, alors globalement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les opioïdes et donc du coup, ils sont un peu freinés, on va dire. Les anti-inflammatoires sont quand même le médicament qui sont le plus efficace.
Globalement, on parle efficace, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer la douleur à court terme. Il n'y a aucun médicament qui change les choses sur le long terme de toute façon, qui va empêcher de se faire opérer, qui va accélérer la guérison. Il n'y a rien du tout. Ce qui est le plus efficace et en général le mieux toléré, ce sont les anti-inflammatoires, sous réserve qu'il ne faut pas que les gens soient cardiaques, qu'ils aient une hypertension déséquilibrée, qu'ils aient une insuffisance rénale, qu'ils aient déjà un ulcère en train de saigner. Enfin, c'est les contre-indications habituelles des anti-inflammatoires. Je le rappelle quand même, mais c'est des choses qui sont quand même plutôt bien connues des médecins, donc globalement, voilà. Je ne sais plus si les kinés peuvent, parce que maintenant, avec certains protocoles de délégation de soins, je crois qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire avec les kinés, mais je ne sais plus exactement si ça faisait partie ou Non, pas, ça. non, Non. pas encore. Pas Pas encore. encore. Bon. Voilà. Sur les opioïdes, alors on a différencié, on a dit que les opioïdes ne devaient pas être mis en première intention et on a fait une séparation entre les opioïdes faibles et les opioïdes forts, ce qui est discutable d'ailleurs. Et donc on a dit globalement qu'on ne mettait pas les opioïdes forts du tout et que les opioïdes faibles, il faut être prudent parce que c'est quelque chose, un risque de mésusage et de dépendance. Je pense que je pourrais parler pendant 1 heure sur les opioïdes, mais je vais peut-être pas le faire parce que sinon on va dépasser. On refera. Voilà, et je propose, et surtout que je suis dans le groupe de lecture, il y a des recommandations HAS les opioïdes dans les douleurs musculo-squelettiques également, sur la prise en charge, sur le mésusage et sur tout ça. Et donc il y a pas mal de choses qui sont encore en train de changer, qui sont pas définitives, voilà, donc peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter une autre fois. Voilà. Mais donc, globalement, il faut être prudent avec les opioïdes parce que c'est des traitements qui sont pris souvent qui peuvent être plus pris au long cours. C'est habituel de prescrire du tramadol, de la codéine, par exemple, régulièrement. Sauf que on sait qu'il y a des comportements de mésusage. Il peut y avoir aussi même parfois des problèmes graves, hein. Le tramadol, c'est quelques centaines de décès par an en France, quelque chose comme ça, hein. Donc, ça existe voilà. Alors, juste la crise des opioïdes telle qu'elle existe aux États-Unis n'est pas du tout la même chose qu'en France. En France, c'est le tramadol qui est le médicament qui tue le plus de gens, mais en fait, c'est parce que c'est celui qui est de loin le plus utilisé. Donc, statistiquement, c'est celui qui fait le plus de problèmes. Donc, c'est quelques dizaines enfin, c'est un chiffre qui est pas très important. Alors, c'est toujours trop important, mais c'est un chiffre qui est vraiment sans aucune commune mesure. Et ce qui se passe aux États-Unis, au Canada et en Angleterre et en Australie, les pays anglo-saxons en gros, où pour eux, ils font pas la différence entre opioïdes faibles et opioïdes forts. Ils prescrivent beaucoup de l'oxycodone notamment, avec un labo qui a fait des choses pas bien et qui a beaucoup poussé aux prescriptions. Et donc, il y avait 60 000 décès d'overdose aux États-Unis. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et à côté de ces 60 000 décès, il y a aussi plein de gens qui sont dépendants physiquement, voilà, qui ont la méthadone pas la méthadone, les médicaments pour si on fait des overdoses avec eux. Enfin, voilà, c'est un vrai énorme problème aux États-Unis qui n'a pas une situation comparable en France. Ouais. Je dis Et pas qu'il n'y a pas de problème, mais que c'est vraiment pas comparable. Voilà. ouais, ouais, très clair. Et côté, donc, il semblerait donc, qu'il y ait un fort niveau de preuve, vous nous dites là, un grade A, pour ne pas recommander des antidépresseurs et l'équivalent du Lyrica, hein, c'est ça, les GABA. Oui, c'est ça. Gabapentinoïdes, c'est Lyrica ou Neurontin, donc prégabaline ou gabapentine si on donne les DCI. Donc, ils sont pas recommandés à la phase aiguë. D'accord. C'est ça. Ouais. Et Ok. les gabapentinoïdes, donc la prégabaline ou la gabapentine, peuvent être discutés. Alors, on a marqué peuvent être envisagés Si, s'il y a une non, non. composante neuropathique. Et encore, c'est à discuter parce que pour la prégabaline en question, il y a eu un essai dans le New England qui dit que ça marche pas. Ok. Donc voilà, donc c'est quand même pas voilà, et c'est peut-être uniquement sur la partie radiculaire. Donc la lombalgie en général c'est pas une douleur neuropathique, hein, c'est la lomboradiculalgie à la limite. Donc la lombalgie, il n'y a pas d'indication. Point. Dans la Bien sûr. lomboradiculalgie chronique, ça peut-être se discuter, mais quand même c'est pas non plus très très pertinent. Et D'accord. pour certains antidépresseurs, donc la plupart des antidépresseurs n'ont pas d'action sur les douleurs. Certains antidépresseurs agissent sur quelque chose qui s'appelle la noradrénaline, qui peuvent avoir une action sur les douleurs. Et donc, donc ce qu'on avait dit, c'est que si les gens étaient déprimés, on pouvait peut-être Mm. plutôt utiliser ce type d'antidépresseur qui peut avoir un peu d'action sur les douleurs. Ça va pas tout supprimer, mais ça peut avoir un Mm. peu d'action. Voilà, donc il y a D'accord. certains médicaments qui peuvent se discuter. Mais D'accord. le niveau de preuve n'est pas non plus si élevé que ça. Et dans ce cadre-là, sur une douleur radiculaire, donc on va dire sans symptômes vraiment neuropathiques, est-ce que l'infiltration est recommandée? Alors, l'infiltration, Et ouais.
Et si oui, c'est quoi comme produit que vous recommandez? Généralement, je crois que c'est du diprostène qu'ils vont injecter. Est-ce que c'est ça que vous recommandez aussi Alors, les infiltrations, le niveau de preuve de l'efficacité des infiltrations, c'est que ça diminue la douleur à court terme. Donc, si on les mettait dans le court terme versus long terme, là, selon ma classification, donc les infiltrations sont efficaces à court terme, mais pas à long terme sur les douleurs radiculaires, pas sur la lombalgie. En pratique, c'est très Yes. souvent fait aussi dans les poussées inflammatoires d'arthrose articulaire postérieure également. Ok, Parce que là, on peut vraiment voir de l'inflammation. ok. Néanmoins, les essais le plus souvent sont négatifs quand même, hein. Quand on fait versus placebo, souvent c'est négatif. Mais c'est quelque chose qui est Et très souvent fait en pratique. ouais, dans des injections intra-articulaires dans ces Là, cas. c'est articulaire postérieur, donc c'est intra-articulaire. Ouais, Euh, ouais, Alors que pour les radiculalgies, on fait ça au niveau épidural. Alors, épidural ou à côté du ouais. foramen, on n'a plus le droit de le faire au niveau du foramen. Et pour les radiculalgies, il y a un seul produit qui existe, qui est l'hydrocortisone, en fait, on peut faire que celui-là. Il y a un produit qui existait qui a été retiré. Et en fait, il y a d'autres produits qui probablement marchent mieux, mais qui ne sont D'accord. pas disponibles en France, donc on ne peut pas faire. Voilà. D'accord, ok. Et l'hydrocortisone, dis-moi si je me trompe, il est contre-indiqué sur une douleur radiculaire post-opératoire. Et on ne peut C'est pas juste ou piquer pas? au niveau de la cicatrice. Voilà. D'accord. Il y avait une histoire de chasse là-dessus sur quelqu'un qui avait été opéré avec des connexions vasculaires et puis une embolie qui avait Oui. fait une. C'est juste, hein, c'est Oui, donc oui, tout c'est à pas fait. recommandé. Il y a eu 8 cas en France à peu près, c'est ça. En fait, le problème, c'est que si on pique au niveau là, il peut y avoir des réorganisations et donc la plupart des cas sont arrivés soit en piquant au niveau du foramen, soit piquant au niveau dans la cicatrice et ça va au niveau d'une petite artère et puis c'est certains corticoïdes, pas tous en l'occurrence, et ça fait un petit embole et ça va au niveau ça monte jusqu'au niveau de la moelle et ça fait une ischémie de la moelle et après les patients sont paraplégiques. Donc il y a eu Ouais, 8 cas en France. Alors c'est très peu parce que c'est des actes il doit y avoir plusieurs centaines de milliers d'infiltrations par an qui sont faites, hein. Mais c'est quand même des cas qui sont graves et donc en l'occurrence c'est contre-indiqué au niveau de la cicatrice. On peut piquer un peu à distance en passant par le hiatus sacro-coccygeal, c'est une sorte de petit trou juste en dessous. On passe en Ça, dessous et là on peut. ça se fait fréquemment hein, par le hiatus aussi, je trouve. Enfin, moi, je vois régulièrement des gens qui sont injectés par le hiatus. Après, je doute un tout petit peu de l'efficacité comparée à une épidurale classique ou foraminale. Je sais pas toi, est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Ah bah, le niveau de preuve, c'est que les foraminales, ça marche le mieux, mais Ouais. on n'est pas censé aller jusqu'au foramen parce que si on cathétérise le foramen, c'est compliqué. Enfin, alors tout ça, c'est une énorme. C'est pareil, on peut avoir plein de discussions là-dessus. Ouais. Les infiltrations, le hiatus sacro-coccygien, il y a pas, on n'a pas de preuve pour l'instant pour dire qu'il y en ait un qui soit plus efficace que l'autre. Le hiatus, c'est un peu plus long à faire et c'est un peu plus douloureux. Souvent, on reproduit plus la douleur des gens quand on fait l'infiltration par le hiatus. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Très intéressant. Bah, écoute, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un point à rajouter avant le parcours de soins maintenant que vous recommandez, peut-être en partageant l'écran pour expliquer un petit peu le cheminement en fait recommandé actuel des patients? Est-ce que tu veux rajouter un petit point par rapport à ça ou est-ce qu'on passe tout de suite au premier algorithme là avec euh, ta, 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 Pourquoi pas? Écoute, sur je regarde si j'avais ouais. d'autres choses à dire. Oui, on a mis un petit mot sur la prévention secondaire. C'est bien de Oui, pouvoir, quand les gens vont mieux, il faut aussi leur proposer de garder une activité physique ou de reprendre une activité physique, parce que ça, c'est quelque chose qui est bénéfique, vraiment. Donc, il faut y penser également. ouais, ouais, clairement. Et Je voulais dire que juste, on n'a pas parlé de la chirurgie en général. Là, l'argumentation n'était pas là pour évaluer la chirurgie. oui, Parce que ce n'était pas le but, parce qu'il y a eu des recours qui ont été déjà faites un peu indépendamment de ça, donc on n'en a pas trop parlé. Et je mm, pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé du tout, c'est le travail là-dedans, qui est quand même quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que les gens, il y a un certain nombre de gens qui ont des problèmes au travail. Et là, il y a quand même pas mal de choses qui existent et qui sont probablement pas bien connues, qui nécessiteraient d'être un peu plus connues. Par exemple, le fait que le patient peut consulter son médecin du travail, y compris quand il est en arrêt de travail, ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas et d'accord. qui justement bénéficieraient d'être un peu plus connus. Il y a des choses qui peuvent se faire. Typiquement, quand on veut reprendre un temps partiel, faire un aménagement de poste, ce genre de choses-là, c'est pas en étant 6 mois en arrêt puis en revenant un jour au travail en disant merci de m'aménager mon poste, ça marche pas comme ça. Et Mm, typiquement, c'est quelque chose pour lequel aller voir son médecin du travail, par exemple,
alors qu'on est encore en arrêt. Ça permet d'anticiper les choses, de voir ce que l'on peut faire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important Ouais. parce que enfin, c'est fondamental pour les gens et le travail est probablement, je veux dire, le travail est bénéfique. Peut-être ça dépend un peu du travail, mais il faut faciliter le retour au travail, sinon c'est compliqué. Bien sûr. Ouais, super intéressant, ça aussi. Bah, écoute, top. Écoute, si tu veux nous détailler un petit peu le parcours de soins, donc Care Pathway, sur l'acute flare-up, donc ça serait une poussée de lombalgie. Oui. Donc, est-ce que c'est une poussée de lombalgie sur un fond chronique ou est-ce que c'est par exemple un premier épisode aigu, comme on disait à l'époque, de lombalgie? Euh, Alors, peut-être que tu as dû prendre la version de l'article que j'ai traduit en anglais, mais peut-être qu'en l'occurrence, on peut prendre la version française pour le Ah, podcast, c'est si la tu veux. version française, encore mieux. Ouais, pardon, moi je suis sur la version, le préprint en anglais Oui. là. Alors, bon, j'ai tout traduit en anglais, mais en vrai, on peut le faire en français. En français. Euh, est-ce que tu vois ce que j'affiche? Je vois parfaitement, ouais. Voilà. HS. Donc, ça, c'est la version française, ça va être un peu plus adapté. Ouais, parfait. Donc, on va zoomer un peu, pardon. Ouais. Euh, Donc, en l'occurrence, bon, donc, alors, alors, il y a la poussée aiguë de lombalgie et puis après, il y a la prise en charge de lombalgie à risque de chronicité ou chronique. On a séparé un petit peu parce que tout rentrait pas sur une seule page. Alors, bien sûr, il y a les drapeaux rouges, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut quand même se méfier parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des atteintes sévères, des cancers, ce genre de choses-là, une infection, bien sûr. Mhm. Donc, l'information au tout début, c'est l'information. Les traitements ponctuels, vous voyez que les traitements antalgiques, ils sont possibles, c'est même pas obligatoire, hein. On peut dire à quelqu'un, ouais, c'est bon, votre lombalgie, ça m'inquiète pas, voilà, revenez me voir si jamais ça va pas mieux, mais c'est pas obligatoire. Mhm. Voilà. On s'est posé la question de quand est-ce qu'on proposait de réévaluer les choses. Quelqu'un qui vient voir, par exemple, son médecin traitant pour un épisode qui dure depuis, je sais pas, 48 heures, c'est logique de proposer une réévaluation d'ici 2 à 4 semaines. C'est-à-dire qu'on va lui proposer de revenir. Bon, bah, s'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de douleur. S'il y a encore des douleurs, ça va être là où on va se dire, ah bah tiens, là, il va peut-être falloir faire quelque chose d'autre. C'est à ce moment-là où probablement que c'est une bonne idée d'aller chercher ces fameux drapeaux jaunes de facteurs de risque de passage à la chronicité. Oui. Et donc, à ce moment-là, parce qu'en vrai, pour tous les premiers épisodes de lombalgie, en vrai, les médecins, ils vont pas évaluer les facteurs de chronicité pour quelqu'un qui a mal au dos depuis 48 heures, c'est pas réalisable. Par contre, à 2 à 4 semaines, c'est probablement une bonne période parce que on va prendre en charge les choses précocement. Et là, on va se dire, bah tiens, la personne ne s'améliore pas, la personne, il y a un souci avec le travail, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, on va arriver peut-être sur la partie de lombalgie à risque de chronicité. Oui. Donc là, en général, si on arrive dans cette partie-là, il va falloir travailler en groupe de façon multidisciplinaire, donc avec un kinésithérapeute, un rhumatologue, un médecin de MPR, un médecin du travail. Mhm. On peut discuter de réévaluer les traitements également. On peut faire de l'éducation à la neurophysiologie de la douleur. Donc, il y a pas mal de preuves qui disent que c'est plutôt une bonne idée. Alors, le niveau de preuve, il est que c'est mieux. Genre, si on fait activité physique versus neurophysiologie de la douleur plus activité physique, ça marchera mieux. Néanmoins, si on fait D'accord. juste ça tout seul, ça sert à rien. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas juste, l'idée, c'est pas juste de dire aux gens, la douleur, c'est pas un truc grave, c'est pas une lésion. Mhm. Il faut les faire bouger après, hein, de toute façon. Donc, ça se fait pas, c'est uniquement dans le cadre d'une prise en charge globale. Mhm. Au tout début, on n'avait pas différencié dans cette partie-là, que ce soit une lombalgie ou une lomboradiculalgie, on n'a pas différencié les choses. Si c'est une sciatique ou s'il n'y a pas de sciatique, en vrai, on va mettre peut-être un anti-inflammatoire, on va rassurer la personne, voilà. À, à partir de cette partie-là, là, on va peut-être différencier parce qu'on pourra discuter certaines choses différentes. Mhm. L'infiltration a été évoquée pour la radiculagie alors qu'elle n'a pas été évoquée pour la lombalgie. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Voilà. On a dit aussi que donc il fallait réévaluer les symptômes de nouveau pour voir s'il n'y avait pas encore. Alors on peut de nouveau évaluer les facteurs de risque de chronicité. Hein, je pense que c'est bénéfique Ouais. régulièrement. Et après on peut faire une imagerie rachidienne. En l'occurrence, on a dit que on la faisait pas à la phase aiguë, mais que c'était logique quand même de la faire au bout de 3 mois. Alors en vrai, de toute façon, c'est fait dans les 2 semaines à un mois quasiment tout le temps dès que les personnes en ont accès, mais il fallait mettre quand même une limite. Donc en l'occurrence c'est logique au bout de 3 mois d'en faire une. Les recommandations anglaises Mhm. disaient qu'on n'en faisait pas, sauf si ça changeait la prise en charge, mais genre
Pas du tout. Genre, mais si ça change pas la prise en charge, on pourrait arriver à un an. Ils n'avaient même pas mis de limite. Nous, on a quand même mis la limite de 3 mois. Les Anglais sont Euh, rudes. ouais, les Anglais sont assez rudes et vraiment, genre, si c'est Ouais. vraiment pas prouvé, vraiment, on va pas le faire du tout. Ils sont Ouais. plus stricts que nous. Nous, j'ai trouvé qu'on Ouais, avait quand même clairement. une certaine latitude en disant, voilà, il y a peut-être certaines choses qui sont pas prouvées de manière absolument genre, des choses qui semblent bénéfiques, même si le niveau de preuve, c'est pas avec des essais de 500 personnes. Voilà. Genre, typiquement, Mm. là, il y a marqué Mm. relaxation, méditation, hypnose. Par exemple, c'est des choses pour Ouais. lesquelles il n'y a pas beaucoup Alors, la méditation, il y a peut-être un peu plus de choses. La Mm. relaxation ou l'hypnose surtout, comme c'est une procédure qui n'est pas Ouais. standardisée, il n'y a pas beaucoup d'essais qui Mm. évaluent ça. Il y a quelques petites choses sur la douleur, sur la lombalgie, mais Ouais. c'est pas très important. Voilà. Donc, on a quand On même, aime bien on était moins dire, carré que les Anglais quand même. ouais. Après, nous, ce qu'on Voilà. aime bien dire, tu sais, à la fin, c'est que les preuves sont là pour guider et non pas pour dicter votre traitement. Tout à Donc, fait. ça, c'est une petite nuance qui est assez importante quand on lit des papiers, c'est de se dire, voilà, c'est pas un diktat, que on peut quand même se prendre certaines libertés si on pense que c'est justifié, quoi. Donc, Oui, à ce titre-là, voilà, même si, voilà, il y a pas nécessairement de preuves, à 12 semaines, si tu le sens pas, bah, écoute, on fait une imagerie, pas de problème, quoi. Mm. Trop c'est bien. ça. Et Et, donc, en cas et de radiculagie persistante sans amélioration, alors là, bah ouais, ouais. donc là, on avait dit discuter un traitement par gabapentinoïde, donc ou, ou antidépresseur. Alors là, c'est discuter, hein, donc c'est pas, on dit pas de le mettre, c'est de le discuter parce que justement, le niveau, c'est pas quelque chose qui est très très clair. Ouais. Prise en charge chirurgicale en fonction de la concordance rénale de clinique. Alors, on n'a pas évalué ça de manière précise, mais il fallait le mettre quand même parce que quand il y a une bonne concordance rénale de clinique, en vrai, la chirurgie, alors Bien sûr. pas la première semaine, mais sinon, c'est quand même quelque chose qui est indiqué. Et C'est-à-dire que, alors quand on regarde les gens à est-ce, 1 an ou est-ce 2 ans, ils vont pas rien. Mais quand on regarde les gens à 3 mois ou à 6 mois, ceux qui ont eu la chirurgie, ils vont quand même beaucoup mieux dans les essais ouais. randomisés. Et est-ce que les critères ont évolué? Parce que dans mon souvenir, c'était douleur vraiment insupportable et résistante au traitement médical et un déficit neurologique évolutif. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont toujours d'actualité ou est-ce que ça a évolué? Alors dans les critères, c'était l'un ou l'autre ou l'autre. Alors, c'était théoriquement, alors il y a les indications en urgence qui étaient douleur résistante au morphinique ou déficit neurologique inférieur à 3 sur 5 ou syndrome de la queue de cheval. Donc ça, c'est les indications en urgence. Mhm. Après, sur les indications pas en urgence, c'est pas très consensuel. En fait, on n'a Mhm. pas parlé de la chirurgie parce qu'il y a une recommandation HS qui était faite sur la prise en charge de la lombalgie, enfin, sur l'intérêt de la prise en charge chirurgicale sur la lombalgie. Et en fait, dans le groupe de travail, donc c'est un truc de 2015, ils ont dit, on va enlever les gens qui ont des lombalgies sur un spondylolesthésis, on va enlever les gens qui ont une lombalgie sur une scoliose, on va enlever les gens qui ont une lombalgie, une lomboradiculgie, on va enlever. Il restait plus que la lombalgie commune. Et la conclusion, Mhm. c'est que c'était que la chirurgie, il ne fallait pas la faire. Mhm. Bon, mais en fait, ils avaient enlevé toutes les bonnes Bon, indications, bonnes alors indications. toutes les indications qui pouvaient se discuter, et après, il restait plus, voilà. Et donc, comme il y avait cette recommandation-là, on n'est pas revenu dessus, mais en fait, la recommandation de 2015, elle enlevait beaucoup de choses. Mhm. Probable, on n'a pas le bon timing, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on va se dire, oui, là, le traitement médical, c'est un échec, on va faire un Mhm. traitement chirurgical. Il y a, il y a pas de consensus à ce niveau-là. Probablement que, Mhm. en vrai, si on a une bonne concurrence sur une clinique, on va quand même en discuter de faire une infiltration parce que, bah, surtout parce que c'est un acte qui est très peu risqué en fait et qui est facile à faire, qui est facile d'accès, qui va probablement améliorer une partie des personnes, qui va permettre d'aider à ce que les gens, ça peut aussi aider à attendre à aller mieux parce que la plupart des radiculagies, en fait, vont aller mieux, hein. La radiculagie, c'est pas forcément une compression du nerf, c'est souvent Mhm. une inflammation de molécules pro-inflammatoires qui sont sorties du disque, mais c'est pas forcément une compression. Donc pour la plupart, cette inflammation, elle va disparaître. Donc on les aide à attendre que ça aille mieux. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que les anti-inflammatoires, ça marche sur la sciatique, hein. Ça remplace pas un chirurgien, mais ça marche. Et pour certaines personnes, bah oui, quand même, il faut les opérer pour la Mhm. radiculagie. Et pour la Ouais. lombalgie, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Aller opérer quelqu'un qui a une lombalgie sans radiculagie, c'est beaucoup moins consensuel. Parce qu'il n'y a pas de Et, bonne congruence radioclinique en général. ouais. Et alors justement, quid du modique 1 qui persiste, Oui. inflammatoire, qui donne qu'une lombalgie très invalidante. Toi, qu'est-ce que tu
Quelle est ton approche? Parce que vous ne le mentionnez pas dans le papier là, Non. parce que c'est quand même quelque chose, je trouve, de particulier le modique. Oui, alors le modique, Comment c'est quelque chose qui est particulier. Alors là, on n'a pas, c'est pas, alors là, on n'a pas, alors, et il n'y a pas de la scoliose non plus d'ailleurs, hein, dans les choses qui sont pas traitées là-dedans. Le modique, alors ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de niveau de preuve par rapport à ça. Alors, je vais illustrer un petit peu ce qui se fait en pratique. Souvent, il est discuté de faire des infiltrations pour le modique en disant que c'est quelque chose qui est inflammatoire, mais le niveau de intradiscal, tu veux preuve, dire? il est, alors, souvent, d'abord, c'est des infiltrations épidurales. Et si ça marche pas, infiltration intradiscale. Il y a une étude qui a été assez médiatisée, qui a été faite par Cochin, sur les Oui. infiltrations intradiscales. Hélène. Et à 1 mois, les gens allaient mieux. Et à 3 mois, les gens n'allaient pas mieux, voire étaient un petit peu plus délétères. Donc en fait, Arrêtez. voilà. Ouais, Et donc, ouais, en l'occurrence, le modique n'a pas été individualisé. Et on n'a pas recommandé parce qu'il n'y a pas suffisamment de niveau de preuve pour mettre la filtration intradiscale là-dedans. Je précise que François Ranou, le professeur Ranou, qui était le grand promoteur de cet essai-là, faisait partie du groupe de là. Et en l'occurrence, il n'a pas cherché à mettre ça en évidence parce que même s'il avait son essai dont on vient de parler, en général, un seul essai ne suffit pas pour mettre quelque chose dans la recommandation, en fait. Il faut bien plusieurs sûr. essais concordants, voilà. Et en plus, le truc, c'est que si ça avait marché à 3 mois, 6 mois, 9 mois, bon, bah, peut-être qu'on l'aurait mis. Là, en l'occurrence, efficacité à 1 mois, mais à 3 mois, voilà. Une infiltration intradiscale se fait, c'est quand même un acte plus invasif et plus compliqué qu'une infiltration épidurale, qui est vraiment un geste qui est vraiment qui est assez simple et voilà. Donc c'est quand même Ouais, quelque chose qui est un peu plus compliqué. Et en d'accord. l'occurrence, pour parler justement de ceux qui ont fait cet essai-là, les infiltrations intradiscales, ils les faisaient que en échec des gens qui avaient en échec d'infiltration épidurale, hein. Oui, Voilà. ouais, en plus, Néanmoins, on est pas- ouais, néanmoins le problème c'est qu'on y a pas, on n'a pas suffisamment de données par rapport à ça. Hmm. Et donc, on parlait de la chirurgie. Est-ce que pour toi, les modiques en échec de traitement conservateur, c'est une bonne indication chirurgicale? Et est-ce que tu recommandes arthrodèse ou prothèse discale? Quel est ton sentiment par rapport Alors déjà, je vais pas trancher juste sur une radio parce que voilà, forcément, Oui, voilà. oui, bien sûr. Néanmoins, alors L'erreur. je vais forcément quand même réévaluer tout le contexte global parce que ça joue quand même vraiment. Néanmoins, le modique, et si quelqu'un a une douleur inflammatoire, c'est quelque chose où on va se dire, ah bah tiens, on a quand même l'impression d'avoir c'est l'un des rares trucs qu'on peut avoir une concordance radioclinique dans la lombalgie, du coup. Et pas la lomboradicologie, Ouais. voilà. On peut se dire, là, on a l'impression que quand même là, si on traite ce truc-là, on va améliorer la lombalgie. Ouais. Et donc, effectivement, parfois, il est proposé soit parfois des prothèses discales, mais il y a des questions de remboursement qui sont un peu compliquées. Il y a des questions, parfois des arthrodèses qui sont parfois évoquées. Alors même arthrodèses, hein, il y a des arthrodèses par voie antérieure, postérieure. Enfin, ça va dépendre. En fait, le modique, quelquefois, on a juste de l'inflammation des plateaux vertébraux. Un modique, ça veut dire, enfin, il y a modique 1, modique 2, modique 3. Le modique 1, c'est celui qui est associé avec de la lombalgie. C'est de l'inflammation des plateaux vertébraux. Dans 2 tiers des cas, c'est associé à une discopathie. Donc, effectivement, parfois, c'est la prothèse discale qui est le plus évoquée. D'autres personnes parfois mettent D'accord. l'arthrodèse en disant bah pourquoi pas, ça va immobiliser. L'arthrodèse, ce qu'il y a, c'est que ça immobilise beaucoup et quand même, on connaît aussi les complications de l'arthrodèse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui Hmm. sont améliorés par l'arthrodèse, mais le fait de bloquer un étage vertébral, ça va amener plus de contraintes, de risque si les gens ont un peu d'ostéoporose, le risque de fracture au-dessus de l'arthrodèse, le risque d'avoir plus d'arthrose au niveau de l'arthrodèse. Alors là, en Hmm. l'occurrence, l'arthrose, quelquefois on s'en moque, mais l'arthrose, quand ça fait une arthrose exubérante, bah, ça fait un canal lombaire rétréci, et ça, c'est quand même quelque chose qui peut aussi être symptomatique. Voilà. Et on n'a pas parlé non plus d'ailleurs du canal lombaire rétréci, hein. Là, on a Ouais, lombalgie en pratique ouais, j'allais dire, du sujet, j'allais dire jeune de 40, 50 ans. ouais. Là-dedans, on n'a pas indivisé non plus le canal lombaire rétréci des personnes qui ont 80 ans. On n'a pas parlé de la scoliose. Alors, c'est pas dans la lombalgie commune la scoliose, mais on n'a pas parlé de la scoliose là-dedans. Voilà, donc il y a encore probablement qu'on Il y a pourrait encore affiner un peu encore les choses, voilà, ou individualiser les choses. super intéressant en tout cas.
Donc, Voilà. ouais, on était donc poursuite à vie chirurgicale, poursuite du traitement. Et puis toi, à quel moment tu vas te dire là, il faut que, par exemple, sur une pratique de ville, hein, parce que là, il y a beaucoup de gens en ville qui vont nous écouter. Oui. À partir de quand tu vas recommander à un praticien de ville de réorienter le patient vers une prise en charge pluridisciplinaire en centre et vraiment, tu vois, genre euh, dans la, comment dire, j'allais dire en demi-pension, mais tu vois, genre avec un aspect peut-être plus social, Oui, plus, s'il faut tu le sais, petit déjeuner ou le vraiment déjeuner, en fait, c'est ça, je vois bien. Ouais, c'est ça. À partir de quand tu estimes que ces programmes-là qui coûtent cher, mine de rien, je pense, parce que l'hospitalisation de personnes comme ça pour des troubles musculo-squelettiques, finalement, ça coûte assez cher comparé à ce qu'on peut faire en ville. À partir de quand, toi, tu vas recommander ce genre de prise en charge-là? Alors, il n'y a pas de réponse bien précise, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre des structures que chacun a à côté de chez soi. Alors, il y a des endroits, par exemple, j'ai une collègue qui est à Marseille. Là, on a marqué programme de réadaptation multidisciplinaire. Bon, bah, à Marseille, il n'y a rien. Point. Bon, bah, voilà, le problème est réglé. Nous, à la Ok. Pitié, on a un programme qui existe de passion lombalgique. Alors, il y a un programme un peu plus court où les gens viennent 4 lundis d'affilée. Il y a un programme plus intensif où les gens ils viennent tous les jours pendant 4 semaines. C'est Hmm. uniquement, et ça, donc la Sécu a évalué ça, hein, parce que c'est des hôpitaux de jour de rééducation, donc ça coûte, donc c'est un coût non négligeable. La Sécu a dit d'accord, elle a mis un peu son nez là-dedans, et elle a dit d'accord, si c'est des personnes qui ont un projet professionnel derrière, donc s'il y a un projet de reprise du travail, et chez des gens qui sont déjà en arrêt de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est encore en activité, Mhm. on va pas lui faire arrêter son travail pour faire ça. Par contre, D'accord. quelqu'un qui, ça fait 3 mois, 6 mois ou un an, alors en pratique, c'est plutôt des gens qui sont en arrêt de travail depuis 1 an, 2 ans souvent. Hmm. Ces gens-là, bah, c'est bénéfique de leur faire faire un programme qui va être intensif parce que tous les jours, 4 semaines, c'est quand même un truc intensif, hein. Hmm. Et ils vont faire plein d'activités, ils vont faire du renforcement musculaire, ils vont faire du yoga, ils vont faire, moi j'ai un cours sur la douleur là, ils ont un cours sur les médicaments, ils ont plein de choses, plein d'activités différentes. Ça dépend un peu des gens qu'on a. Voilà, quelquefois ils font de la boxe, quelquefois ils font des trucs bizarres. Voilà. Ouais. Quelquefois ils font du Ouais, molki ouais, pour le côté social. Voilà, pour illustrer vraiment que ça peut aller dans, dans ouais, ouais, dans ça peut beaucoup de aller dans choses. beaucoup de choses. Voilà, il y a plus le molki en ce moment, je crois, mais bref. Donc, là en l'occurrence, et donc nous par exemple, c'est limité. Là, le cadre, il est pour les gens qui sont en arrêt de travail. C'est pour ça qu'on a mis programme où il y a 4 lundis d'affilée parce que c'est un programme pour les gens déjà en activité. Mais en fait, c'est notre mode de fonctionnement et c'est pas et il y a d'autres choses qui existent qui sont pas la même chose et donc en fait ça va dépendre de ce qui est possible. Parce que le problème c'est que en fait c'est peut-être pas à quel moment l'adresser, c'est est-ce que vous avez une structure ou pas surtout. C'est que et pour moi c'est plus facile parce que j'ai ça à côté, mais pour plein de médecins en fait c'est qu'ils n'ont pas ces structures-là et qu'elles sont manquantes. Il y a beaucoup Hmm. d'endroits où il n'y a pas ces structures-là, qui sont parfois faits en rhumatologie, parfois faits dans MPR, parfois c'est dans des protocoles de ville aussi. Il y a des choses qui se développent dans les villes, avec des maisons de santé également, mais il n'y en a pas assez par rapport aux lombalgiques en fait, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, ouais, je vois, mais ouais, donc déjà faire avec ce qui est possible autour Ouais, de chez c'est soi. une réponse très Et pragmatique de Normand, mais voilà. ouais. Non, mais ça a du sens totalement, c'est basé sur le réel, donc clairement. Et c'est marrant ce que tu as amené comme point sur l'aspect social, parce que tu sais, ça émerge de plus en plus la notion, tu sais, on parle de biopsychosocial, les Oui. notions bio, bah, ok, la psycho, ok, et on s'aperçoit maintenant que l'aspect social des choses est hyper important notamment avec bah, le statut social, bah, le genre aussi, pas mal de choses. Euh, Est-ce que ça, c'est des choses que on prend de plus en plus en compte, tu trouves, ou est-ce que c'est encore pas assez, comment dire, diffusé comme notion que l'aspect social, ne serait-ce que, tu sais, la quantité des relations qu'ont les gens et la qualité des relations qu'ont les gens, il semblerait que ce soit un déterminant quand même assez important. On pourrait presque inclure aussi le sommeil là-dedans. Est-ce que tu penses que cet aspect social des choses est occulté encore trop actuellement? Et qu'est-ce que tu penses, comment on devrait évaluer l'aspect social en tant que professionnel de santé? Alors, l'aspect social, alors c'est un énorme champ aussi, l'aspect social. Je pense qu'il y a quand même pas.
c'est pas si clair que ça dans ma tête. Tu as parlé du genre. Alors, si on parle du genre dans le sens le genre étant différent du sexe, ça c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas du tout été vu dans la lombalgie, mais genre Je veux dire pas du tout, homme-femme. hein. Ouais, ouais, ouais. Je voulais dire J'étais. homme-femme. Ouais, ouais. Alors, mais enfin, il y a les questions enfin voilà, quelquefois le genre n'est pas égal au sexe. Il y a j'étais dans le jury d'une kiné. Je crois elle est pas encore, elle a pas encore le résultat de sa note, donc je vais rien dire. Mais Ok, ok. c'était une thèse absolument magnifique sur justement sur les différences de perception de la douleur en fonction du sexe et par rapport au genre aussi, voilà. Et vraiment, je pense que la thèse n'est pas encore diffusée, mais vous pourrez aller voir, c'est quelque part aux alentours de Grenoble, et je vous invite à aller voir le jour où vous pourrez, vous pourrez voir ça. Voilà, je vous laisse fouiller maintenant avec ces informations-là. Et vraiment, la thèse est vraiment magnifique. Voilà. Donc, il y a, mais à ma connaissance, sur la lombalgie, par exemple, c'est quelque chose qui est peu étudié, quoi. Voilà. Et le Ouais, ouais, problème, ouais. c'est il y a le côté social. En fait, pour moi, la lombalgie, c'est quelque chose qui est très cognitif et comportemental. Les facteurs comportementaux, ils sont fondamentaux. Et donc, l'environnement, je ne suis pas sûr que ce soit le fait d'avoir plus ou moins d'amis, mais c'est que quand on a plus d'amis, c'est aussi qu'on est plus éduqué, c'est qu'on fait partie des CSP+, ou pas, et qu'on a accès à une information différente. Et cet Hmm. accès à une information, on peut, en vrai, quand on a de l'argent, on peut aller voir un autre médecin, un troisième médecin et un médecin qui est en secteur 2 qui va prendre Hmm. les 45 minutes pour pouvoir rassurer parce que comme il est payé cher, eh ben, il peut avoir le temps de rassurer la personne. Alors que Hmm. la réalité, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'argent, Hmm. souvent les consultations elles durent moins longtemps, hein, c'est une réalité, Hmm. et que donc on est moins rassuré. Et si on n'est pas rassuré, c'est ce qu'on disait, hein, c'est la base. Et Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si on n'a pas l'accès à ce médecin-là qui va prendre le temps, ou Mhm. ce professionnel de santé, hein, pas forcément les médecins, bah, peut-être que du coup, Mhm. on va remplacer par l'IRM parce que l'IRM, c'est remboursé, sauf que l'IRM, ça fait peur. Et voilà. Et Donc, peut-être derrière ça. que le lien avec les relations et tout ça, c'est juste un déterminant des différences entre les gens qui ont des moyens et accès à une information versus les autres, Ouais, malheureusement. ouais, ouais. Super intéressant aussi. Ouais, c'est un dépend de l'aspect social. Mais c'est vrai que je pense que tu vois, dans le futur, on va de plus en plus parler de ça. Et puis, au-delà d'en parler, c'est un peu comme l'histoire des questionnaires. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va essayer de promouvoir l'aspect social avec les gens? Ça, c'est vraiment un challenge, je pense. Bon, bah top. Écoute, ça fait plus d'une heure qu'on parle déjà, Florian. Je te remercie beaucoup. C'était hyper, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la conclusion? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces recos? Comment est-ce que tu aimerais que ce soit appliqué en pratique? Enfin, je sais pas, n'importe quoi pour conclure cet entretien, si tu veux bien. Alors pour moi, en fait, le message, en fait, le message le plus important des recos, c'est ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire qu'on arrête c'est sur les changements sur les changements de définition, c'est-à-dire qu'on arrête de penser juste aigu, subaigu, chronique, qu'on pense les gens à risque de chronicité parce qu'il faut faut prendre en charge les gens plus tôt pour que ce soit plus efficace, voilà. Et l'autre chose, mais c'est sur la lombalgie, mais c'est sur la douleur en général, c'est que le facteur comportemental est fondamental, que les Oui, informations qu'on donne sont fondamentales, et que en tant que professionnel de santé, médecin, kiné ou tous les autres qui nous écoutez, on a un rôle qui peut être positif, mais qui est fréquemment négatif. En fait, moi, en tant que médecin de la douleur, je vois aussi plein de gens qui ont été, j'allais dire, abîmés peut-être psychologiquement par toutes les choses de la médecine aussi, et que parfois la médecine, elle est délétère. Je prenais l'exemple tout à l'heure en disant, voilà, vous inquiétez pas, c'est juste de l'arthrose. Cette phrase-là, elle va plomber les gens en fait. Et que fréquemment, on pense faire du bien et en fait, on fait du mal aux patients. Et qu'il faut vraiment penser à la manière dont on parle aux gens, parce que on peut être bénéfique, mais on peut aussi, même en voulant être parfois bénéfique, en fait, on peut être délétère. On n'a pas du tout parlé des postures, mais c'est un énorme exemple. Genre, attention, tenez-vous bien, machin. Voilà, faites attention à vos dos. Si vous vous penchez en rentrant dans la voiture, vous allez voir votre hernie qui va faire toc 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 comme ça, qui va ressortir. Bah, en vrai, on pense les gens qui font ça, hein, ils sont convaincus qu'ils vont améliorer les gens, mais en fait, ils font un mal absolu aux gens. Et Mm. donc, c'est un peu caricatural, mais en fait, beaucoup de professionnels de santé, parfois même en essayant de faire les choses bien, et ben finalement, on fait du mal aux gens. Donc, Bien sûr. il faut vraiment Mm. prendre du recul ici sur ce qu'on dit et voir que la Mm. composante comportementale
faire le lien entre le côté physique et le côté comportemental de la lombalgie. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive vraiment à prendre les gens dans leur ensemble et c'est peut-être ça la prise en charge biopsychosociale. Waouh, super. Bah, écoute, c'est top pour une conclusion. C'est juste génialissime. Bah, écoute, je te remercie beaucoup encore pour cet entretien, Florian. J'espère que ça vous a plu, tous ceux qui nous auront suivis sur cette vidéo-là. Et puis, bah, écoute, merci encore. Et puis, je Au te dis à plaisir. bientôt. À bientôt. Au revoir.